avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Est-ce que vous connaissez Madame Meuf ? C'est un podcast qui est incarné par une personne qui s'appelle Hélène Vézier, mais qui n'est pas qu'un podcast non plus. Elle ne fait pas que du podcast, elle fait aussi et surtout du spectacle comique qui s'appelle très étrangement Madame Meuf et qui va parler de son expérience de vie en politique, en tant que femme, en tant que mère, mais surtout en tant qu'assistante parlementaire, puisqu'en fait c'est la base de son expérience professionnelle. Et oui, elle n'a pas été du tout sur scène ou un micro toute sa vie. Elle a fait beaucoup d'années comme assistante parlementaire, notamment au Sénat. Et je vous avoue que moi, quand je l'ai découverte, alors je l'ai d'abord découverte sur les réseaux. Et j'ai écouté son podcast, bien sûr. C'est un podcast qui sort plusieurs fois par semaine, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. J'ai eu le plaisir d'y passer en décembre 2022. Et elle traite de différents sujets, des sujets d'actualité, qu'elle traite aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. Donc je vous invite bien entendu à voir son spectacle, déjà dans un premier temps. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je l'ai vu quand elle est passée à Bordeaux et c'était vraiment super. Elle parle avec passion, déjà, avec une certaine franchise, une certaine honnêteté, on va dire les mots, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère sur la politique et sur ce qu'elle a connu dans ce milieu. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant et très drôle. Et c'est le ton qu'on retrouve aussi, bien sûr, dans son podcast et dans ses vidéos qu'elle peut publier sur ses réseaux sociaux. Une question qui m'est venue quand même, après avoir vu son spectacle et en écoutant ses contenus, c'est de me dire, tiens, mais c'est marrant parce qu'elle est maman. Elle est maman de 2 jumeaux. Et c'est quelque chose qui m'a marqué de me dire, tiens, comment ça se passe en fait quand on devient maman ? C'est quoi la maternité quand on est dans le milieu de la politique ? Donc ce sont ces questions qu'on va aborder. Comment ça se passe quand on devient maman et qu'on est assistante parlementaire ? Est-ce que c'est bien accueilli ? Est-ce que c'est un milieu qui est totalement parent-friendly, comme on pourrait dire ? Et voilà, c'est vraiment ces questions-là que je me suis posées. Bon, moi je connaissais son parcours un petit peu avant d'enregistrer puisqu'elle en parle dans son spectacle, mais je vais vous laisser le soin de la découvrir. Et justement, ça va être la première question que j'ai envie de les poser, c'est comment ça se passe en fait quand on est assistante parlementaire pour devenir humoriste ? Eh ben écoute, moi dans le temps jadis, j'ai travaillé dans la politique pendant très longtemps, pendant 12-15 ans, je ne sais même plus. Je fais un déni désormais. J'ai travaillé longtemps dans la politique, j'ai commencé à m'y ennuyer pas mal et pour me divertir assez rapidement en fait, c'est-à-dire à J2 de mon travail je crois, je me suis mise à faire du théâtre à côté. Tu vois, et je faisais partie de ces gens qui avaient une vie qui commençait à 18h02 à côté. Et la vie à côté faisait plaisir, était la vraie vie. Et ensuite, j'ai commencé à la fin de mon dernier boulot à écrire un blog, à l'époque des blogs de gonzesses, donc des blogs un peu feel good et bien-être là, à créer une parodie de magazines féminins, parce que moi je déteste les magazines féminins qui sont évidemment des trucs pour vendre pour vendre des bidules et puis complètement des injonctions grotesques à être blonde, souriante et adorable. Et donc, j'ai fait les mêmes sujets que les magazines féminins, mais avec un ton rentre-dedans, et j'ai appelé ça Madame Meuf. Voilà, Madame pour le ton toujours un peu engagé, un peu sérieux, parce que j'aime bien détricoter les sujets, et Meuf pour le faire passer par la légèreté. Voilà. Et avant, dans la politique, tu faisais quoi ? J'étais assistante parlementaire, longtemps, et j'ai bossé aussi pour la fondation d'un parti politique. D'accord. Dont nous ne citerons pas le nom, bien entendu. Non, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas. Non. Allez voir sur mon LinkedIn. Ah oui, ben voilà, il faut juste aller sur LinkedIn. J'ai cliné un peu, mais pas tout. Vous avez le nom, ouais. Vous avez tout. Ouais, exactement. Vous avez l'adresse. Moi, j'ai vu le spectacle quand tu es passé à Bordeaux. J'ai vu le spectacle quand tu es passé à Bordeaux. J'ai beaucoup ri. J'étais avec ma compagne, on a beaucoup ri. Je vous le conseille aux personnes qui écoutent d'aller le voir. Alors là, au moment où on enregistre, c'est le mois de novembre 2022. C'est la fin du mois de novembre et tu es à la Nouvelle Scène, c'est ça ? Je suis à la Nouvelle Scène. A priori, j'y suis encore à partir de janvier, mais je ne sais pas encore quel jour. Et puis, je vais à Bordeaux aussi au mois d'avril à la Comédie Galien. Voilà, enfin, j'ai des dates de tournée pas mal. Et on peut te retrouver où ? Où ça, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, c'est Madame Meuf sur Instagram, sur TikTok, et puis le podcast Madame Meuf sur la meilleure plateforme, le podcast. Et alors, tes enfants, quel âge du coup ? Mes enfants, ils ont 11 ans et 11 ans.
11 ans. Mm, mm. Putain, c'est dingue ça. Ouais. On dirait des jumeaux. C'est des sortes de grandes personnes et tout C'est maintenant. Ouais, ils ont 6 minutes d'écart. 6 minutes d'écart. Ouais. Putain. Ouais, c'est du bon boulot ça. T'as dû en chier quand même. Hein. Un peu, écoute, j'ai envie de te dire, et ça m'allait bien, parce que moi j'ai un petit côté excessif, un peu beaucoup dans tout ce que je fais, à la limite du trop. Cette histoire d'avoir 2 enfants dans le ventre, finalement, me convenait pas mal. Mais Ouais. non, c'était fou. C'est quelque chose qui t'a vraiment un peu transformé, quoi. Bah complètement, non, mais de toute façon, la maternité, je pense que ça transforme, la paternité aussi d'ailleurs, la parentalité, voilà, globalement. Et puis, ouais, non, c'est vrai que là, une grossesse gémellaire, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, enfin, physiquement. Je me souviens, moi, quand on a vu que c'était 2 fœtus, la gynéco m'a dit tout ce que je vous ai dit avant sur non, ça va être très cool. Oh non, attendez, jusqu'à X mois, ça va être très cool. J'annule tout. Ah ouais tout. Elle a dit non, ça va pas être cool du tout. Et en fait, à 4 mois, j'avais déjà des contractions, tu vois. Donc t'es en menace d'accouchement prématuré assez vite et tout. Non, enfin, t'as vraiment ça au-dessus de la tête, l'épée de Damoclès, c'est tu vois, les prémas, quoi. Donc tu fais gaffe. Ouais. Donc non, c'est pas une grossesse rigolote. Par contre, après, c'est ouf. Les petits jumeaux, c'est trop mignon. Ouais, c'est pas un peu de fatigue quand même. Au début, c'est carrément une industrie. Quand ils sont arrivés, c'est carrément une industrie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai bien choisi mon mec. Donc, on était vraiment 50-50 sur tout. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont nés avant l'été. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je conseille aux gens, en fait, des enfants, là, allez-y. Hein, il faut ken en septembre. Comme ça, tu les as juste avant l'été. Là, t'es impeccable parce que comme ça, t'as toute la famille qui peut t'aider, porter les enfants, faire des biberons, tout ça. Moi, ma fille, elle est née le 7 juillet, tu vois, figure-toi. Donc, je confirme totalement Ouais. que c'est très, très cool. Ouais, très cool. D'avoir le truc. Nous, le seul truc qui était chiant, c'est que c'était canicule et que on pouvait pas ouvrir les fenêtres à la maternité. C'est à cause de prévention suicide. T'as droit qu'à 8 cm. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'était chiant. Moi aussi, c'était canicule alors que c'était au mois de mai, tu vois. En fait, je crois c'est marrant, en fait, faut juste se dire que maintenant, c'est canicule. Je vois les gars, c'est canicule. Et oui, voilà. Amusez-vous, allez. Allez, amusez-vous bien. Ouais. Et comment ça s'est passé? Tu parlais d'industrie, donc heureusement C'est que ton mec était là. c'est une industrie parce qu'en fait, alors moi, j'ai pas allaité. Je pense que c'est le premier truc. Enfin, ma première réaction quand j'ai su que c'était des jumeaux, c'était cool. Vaut mieux ça que 0. Ça m'a fait chelou. Mais c'est quand même, j'avais eu des douleurs pas possibles et j'étais allée voir la gynéco en urgence, donc je pensais que j'avais fait une fausse couche. Et puis moi, on est de cette génération aussi avec beaucoup de attention, vous faites les enfants plus tard, vous allez faire des fausses couches, etc. Et donc j'avais peur de ça. Donc bonne nouvelle, vaut mieux ça que 0, voilà. Et la deuxième réaction, c'était alors là, c'est sûr, je vais pas allaiter. Moi, j'étais pas certaine. Et là, quand j'ai su que c'était des jumeaux, alors après, il y a les 2 écoles. Il y en a qui disent au contraire, c'est plus pratique, ils mangent ensemble. Mais franchement, je sais pas avec quel 3e bras t'arrives à les installer. Perso, j'ai jamais réussi. Il me fallait quelqu'un pour me les installer. Et du coup, moi, j'ai biberonné. Voilà, j'ai biberonné parce que j'avais envie de pouvoir me délester de ça avec mon mec, avec ma famille et tout. Donc voilà, mais c'est une industrie parce que du coup, les biberons, c'est combien? C'est 8 par jour x 2, donc c'est 16. J'en ai aucune idée. C'est 16 non, il est pas du tout courant. Non. 16 biberons, donc fois les faire, les laver, les machins, les rots, les trucs, putain. les chouettes, les Oh là couches. là. Et donc c'était un petit 16 heures facile par jour, ne serait-ce que de maternage basique, tu vois. Donc ouais, c'était ouf. Mais après, tu les réveilles ou pas. Il y a 2 écoles. Moi, je les réveillais. Tu vois, il y avait les premiers qui pleuraient. Souvent, l'autre arrivait derrière. Mais s'il n'arrivait pas, je le réveillais. Et puis, on enchaînait. Parce que sinon, si tu fais à la demande, là, avec les jumeaux, t'agonisent, quoi. Ouais, alors là, il a un regard sur moi, genre, oh mon Dieu. Ah ouais, non, mais c'est. Oh my goodness. Déjà, les jumeaux, tu vois, je pense que c'est quelque chose de dingue. Tu vois, nous, par exemple, tu vois, on est une petite fille, mais si jamais on voulait faire un autre enfant, moi, c'est un des trucs qui me fait peur, tu vois, en fait, d'avoir des jumeaux, des triplés, tu sais. Oui, au deuxième shot. en second, ouais. Ça me paraît dingue. Et même si je renvoie à l'épisode avec Constance, c'est ce qu'elle a vécu, elle. Ouais. Une fille puis des triplés et c'est assez dingo, mais c'est surtout, tu vois, en plus avec les biberons, j'imagine, tu vois, le nettoyage, le machin, la préparation. Ouais, oui. Même étendre une lessive, c'est un péplum, hein. Ouais, carrément. Il y a beaucoup. C'est juste 2 fois plus. En fait, par rapport à avoir 2 enfants rapprochés, parce que ça représente du boulot aussi, bien sûr, c'est que là, déjà, financièrement, c'est tout x 2. Hein. Tu peux pas récupérer les affaires de l'autre et machin. La poussette, elle coûte une fortune. Voilà. Donc, t'as déjà tout x 2 en finance. Et ensuite, c'est tout x 2, évidemment, voilà, il y en a pas un qui est un petit peu plus autonome à côté que tu peux poser dans un coin qui va pas te tomber tout de suite, quoi. Et même quand ils grandissent, par exemple,
exemple, vers les 12 mois, 18 mois, là, quand ça commence à marcher et à courir, là, c'est vraiment en vrai dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où tu sais, alors attends, lequel va tomber en premier? C'est celui qui saute sur le canapé ou c'est, ah, dommage, mal choisi. Tu vois, il y a ce côté-là, quoi. Donc c'est intense. Ouais, ça a l'air de raconter comme ça a l'air très intense. Il y a des moments qui sont un peu chelous aussi. Moi, ils étaient à la crèche et les crèches, elles sont souvent mal équipées. En tout cas, moi, je suis à Paris, c'est souvent des vieux bâtiments et tout. À la crèche, moi, j'arrivais, je sortais de la crèche, j'étais trempée, quoi. C'est-à-dire que je devais arriver, passer des premiers escaliers. Donc là, il y avait des mecs qui m'aidaient ou des meufs qui m'aidaient à porter la poussette. Ensuite, il fallait monter à l'étage, donc un enfant par un enfant, parce que je ne veux pas prendre les deux dans les bras. Enfin, bref, et donc je sortais de là, j'étais déjà complètement bonne à relaver, quoi. D'ailleurs, après, je me lavais après. J'arrivais à la crèche, allez. Je me lavais plus. En fait, je ne me lavais plus. Ouais, parce qu'il faut choisir, hein, bien sûr, on le sait, entre dormir, manger, se laver, arrivant. Voilà, dernier. C'est clair. Des fois, il y en a qui font dormir en dernier. Ah ouais. Mais du coup, c'est un peu Walking Dead le truc. C'est clair. Et je me demandais, question toute bête comme ça, niveau finance, quand t'as des jumeaux, t'as des aides différentes, non? Ouais, t'as un peu d'aide. Ça dépend aussi de tes paliers. Hein, c'est la CAF qui gère ça. Je sais que la ville de Paris, ils ont une aide spécifique, voilà, pour les Parisiens. Et puis, tu as aussi un truc qui est génial, une association qui s'appelle Jumeaux et Plus, où nous, on allait tout le temps, où en fait, te font de la location de matériel. Donc là, par exemple, les poussettes, selon les âges, etc. Nous, on avait pas du tout acheté les poussettes, on les louait 6 mois, machin, selon la durée, tu vois, et tout. Ça, c'était hyper bien. Et même quand tu voyages, parce que c'est pareil, il faut pouvoir balader tout ce bazar, quoi. Quand tu voyages, t'as des relais associations Jumeaux et Plus dans toute la France, il est mort de rire. Et donc, ils te louent des lits, ils te louent les machins, là, les transats, tout le bastring, quoi. Donc, ouais, ça, c'est vachement bien. Jumeaux et Plus, hyper bien. C'est dingo, mais merci pour la ref. Sait-on jamais? Ouais, c'est-on jamais? Eh oui, on ne sait pas. Mais après, c'est trop bien aussi. C'est trop mignon. Enfin, c'est ouf, quoi. Ouais, puis du coup, si tu voulais 2 enfants, tu les as direct. Et moi, je voulais. Ouais, écoute, j'étais plutôt partie sur l'idée d'avoir plusieurs enfants, déjà. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Et puis, j'aimais bien, évidemment, l'idée d'avoir une fille et un garçon. Et bingo, quoi. Donc, ça, c'était cool. Je te cache pas que le jour où on m'a annoncé que c'était une fille et un garçon, enfin, évidemment, ils me l'ont pas dit comme ça aurait été trop simple. Le mec, il avait utilisé des termes. C'est le choix du roi? Nous sommes vraiment, nous sommes vraiment dans la présence d'une grossesse bicoriale et biamniotique et de sexe différent. C'est une fille et un garçon, quoi! Je dis, oui, c'est ça. Oh putain! Et donc là, j'avais chialé à fond. Ah ouais. Mais, c'est beau, ça. Ouais, c'était bien. T'as les yeux humides un peu quand t'en parles. Ouais, t'as vu? Ouais. C'est toujours là. Mais c'est peut-être ma fatigue, peut-être que même. Aussi, tu vois, comme ils ont 11 ans, c'est pas non plus totalement fini. C'est vrai. Ouais. Et donc là, ils ont 11 ans. Et comment ça se passe à 11 ans? Comment ça se passe? C'est cet âge, tu sais, où ils sont en moyenne 10-11 ans. Je trouve que c'est vraiment la moyenne entre 5 ans et 15 ans. C'est-à-dire qu'un coup, ils ont 5 ans et ils font enfin, c'est toujours aussi compliqué d'aller, je sais pas, mettre une paire de chaussettes, ranger son machin et aller se laver. Et en même temps, les mecs, ils font des phrases pas possibles. Ils ont un vocabulaire déjà ordurier assez, avec un très très beau level. Alors, c'est peut-être à cause de moi, je sais pas. Peut-être qu'ils regardent le spectacle de maman? Non, ils n'ont jamais vu le spectacle de maman. Et donc, ouais, je trouve que c'est vraiment l'entre-deux. Encore très bébé, câlin, machin et tout. L'autre jour, mon fils, il m'a dit un truc genre Nick Zobi, je veux mon doudou. Hein? Alors, Nick Zobi, j'avais jamais entendu cette chose de ma vie et je veux mon doudou, tu vois. Donc, t'es là, mais en fait, t'es où là? T'es au ghetto ou t'es à la nurserie? J'arrive pas à comprendre. C'est l'entre-deux. Ah, voilà. C'est dingo. Ouais. Ça fait envie, hein. Non, mais c'est mignon. En vrai, c'est rigolo. Non, mais après, c'est délire. Voilà, on est depuis longtemps sorti du maternage et on est par contre dans les problèmes plus psychologiques, les premières angoisses et tout. Donc c'est. Les angoisses de quoi? Les angoisses sur les. Ils sont rentrés au collège là, tu vois. Donc les notes, les copains, le rapport aux autres. Ouais, les notes, etc. Ouais, moi, ça les angoisse à mort. Ils sont hyper angoissés par l'école. Ah bon? Enfin, elle. Ouais, elle stresse. Qu'est-ce qui les angoisse à l'école? Les notes. Moi, si tu veux, comme je suis en instruction en famille, c'est quelque chose qui m'interroge. C'est quoi les notes? Ouais, les notes. Les notes, en fait, c'est en primaire maintenant, il n'y a plus de notes, c'est partiellement atteint, etc. Ouais. Et tu arrives directement, tu te retrouves avec des notes. Et en plus, ils ont maintenant des applications, tout est sur application, le collège. Pronote, c'est ça? Ouais, Pronote. Et en fait, moi, ma fille, ça l'obsède. C'est-à-dire qu'elle te mouline le truc. Je dis, mais arrête de regarder. Elle a pas de téléphone, mais bon, elle demande à regarder sur l'ordi. Et elle regarde, elle est contente si elle est remontée de 0,1 point, alors qu'elle est hyper forte, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'elle est avec des copines où elle se met la rate au courbouillon, elle s'inquiète avec ça et tout. Et donc moi je lui dis, mais est-ce que nous on te met la pression par rapport à ça ou pas?
Et elle me dit non, pas vous, mais avec mes copines un peu. Et puis, elle se projette, quoi. Elle se dit que si jamais elle est pas assez forte à l'école, alors elle pourra pas tout faire, alors on va pas l'aimer. Enfin, tu vois, ce genre de débat et tout, au chaud. Hein. Bon, après, chaud, moi, je vais tirer aussi beaucoup les questions, tu vois. Enfin, parce que je me dis, mais moi, ma chérie, je préférais que tu aies 2 points de moins de moyenne et que tu sois à l'aise avec ça, tu vois, en fait, parce que on te juge pas par rapport à tes notes, on te juge par rapport, enfin, déjà, entoure-toi de gens qui te jugent le moins possible, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, évidemment, tu vois, il y a tout le reste qui est important dans ta vie. Est-ce que tu es généreuse? Est-ce que tu es curieuse? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que voilà, tu profites de la vie? Tout ça, c'est aussi important, quoi. Mais ouais. Ok, ça, mais c'est bon à savoir, tu vois. Ouais. Je reste toujours très fasciné par ce qui se passe à l'école, surtout quand ça vient pas des parents, tu vois, de voir ce qui s'autogénère un peu à l'école. Je trouve ça assez intéressant parce que c'est comme c'est une mini-société. Je trouve ça vraiment super intéressant à regarder. Et toi, tu es devenue maman, du coup, pendant que tu étais assistante parlementaire. Absolument. Non, enfin entre deux, c'est un peu compliqué. Et oui, parce que moi j'ai vu le spectacle, donc je connais l'histoire. Je peux détailler rapidement. J'étais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué à dire. C'est pas grave, je l'ai coupé dans le spectacle, ça spoile rien. Non, en fait, je travaillais pour une fondation politique. C'est les excroissances des partis politiques, quoi. Voilà. Les excroissances. Et donc, je travaillais là-dedans, mais j'étais quand même aussi encore un petit pied assistante parlementaire, mais pas beaucoup. Voilà. En gros, tu faisais un petit montage pour gagner plus d'argent. Voilà. En gros, il y avait un petit montage qui était fait où on me donnait plus d'argent en disant que je travaillais au Parlement, alors que pas vraiment. Voilà, super. Ensuite, je suis tombée enceinte à ce moment-là, et mon contrat arrivait à son terme. À la fin du mien de terme. Donc voilà. Et du coup, je me suis retrouvée enceinte de jumeaux en fin de contrat. Et soit il y avait un poste auquel j'avais postulé pour être directrice d'un truc. J'étais plutôt bien partie dans le truc. Et là, on m'a dit quoi? Tu es enceinte et 2 jumeaux en plus? Ah oui, tout de même. On ne te verra plus jamais. Ils seront toujours malades et puis tu seras plus jamais là. Ouh là là, c'est quand même compliqué. Ce chômage, c'est une chance pour toi. Ce sont des hommes ou des femmes qui te disent ça? C'est des hommes, mais je me souviens que quand j'ai passé mon entretien d'embauche là-bas, on m'avait demandé si jamais je voulais être enceinte. C'était une femme, ça. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, ils embauchaient quand même essentiellement des gonzesses entre 28 et 35 ans, mais ils leur demandaient si elles comptaient un jour être enceintes. Donc je me dis, oh non, c'est pas trop prévu. D'accord. Et voilà. Et donc, pourtant, ok. j'avais dit non parce que j'imaginais qu'il fallait dire non, mais j'en avais rien à foutre, évidemment que oui, j'ai projeté, ouais. Ok. Ouais. Donc voilà, donc j'étais enceinte, je suis tombée enceinte en fin de contrat, donc c'est particulier. Et du coup, le contrat s'arrête. Du coup, j'ai saisi cette chance pour moi du chômage. Ça, on te l'a présenté comme ça, c'est ça? Ouais, de ouf. C'est génial. Il va pouvoir t'occuper de tes enfants, c'est vraiment trop cool. C'est trop bien, dedans. Trop chouette. Pas dans les pattes avec les horaires à la con. Voilà. Et puis, comme en plus, j'avais pas tellement besoin d'argent et qu'elle arrivait de 2 enfants, tu vas dans un foyer, non, c'est vrai que ça coûte pas du tout cher du tout. Et donc, je me suis retrouvée vraiment, je suis restée quasiment tout mon chôme dû à m'occuper de mes gamins, pour le coup. Et j'ai kiffé. Moi, j'ai grave kiffé. Mais voilà, et je m'étais dit, tiens, ça va être génial. Je vais utiliser mon congé maternité pour me reconvertir. Ça va être extraordinaire, ça va être formidable. Parce que j'avais déjà quelques velléités autres que la politique. Et en fait, non, puisque, j'avais pas le temps, puisqu'en fait, le congé maternité n'a de congé que le nom. Hein. C'est même pas tellement des vacances. Surtout avec 2 gamins. Et en plus, au final, quand tu ressors d'une, soit congé parental, non, un congé parental, tu retournes ton boulot, mais quand tu dois retrouver du boulot et qu'effectivement tu as des enfants en bas âge, est-ce que c'est vraiment le moment où tu vas te mettre à rebosser comme un trimard, à finir, à pas compter tes heures, etc. Et en vérité, c'est vrai que les enfants, moi, ils ont été hyper malades. Enfin, tu vois, ils étaient à la crèche, x2, plus toi, tu l'as après. On se tapait des sessions, mon pauvre, il m'aidait des gastro 3 semaines, des machins, tout, et on faisait des boucles comme ça, et ça n'arrêtait jamais. Et c'est vrai que si j'avais eu un nouveau taf où il fallait briller en société, ça aurait pas été gagné. Donc, j'ai recommencé à travailler après dans le même domaine. Voilà, donc j'ai pas du tout fait la grande reconversion. Et t'as repris à combien de temps?
J'ai repris. Enfin, tes enfants avec quel âge? Mes enfants, ils avaient un peu plus de 2 ans, du coup. Enfin, 2 ans, quelque chose. Ouais. Ah, t'es quand même resté 2 ans et les brouettes Ouais, je suis resté tout le chômage, quoi. Vraiment, j'ai été jusqu'au ras du ras du ras. Oui, parce que c'était une belle opportunité. Et ouais, c'était une belle opportunité. Non, en vérité, j'ai bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Je faisais du théâtre à mort. Donc, en fait, je faisais que des trucs qui me faisaient kiffer. Ouais, donc, je jouais au théâtre, je m'occupais de mes gamins, je sortais quand même pas mal, etc. Enfin, voilà, j'étais assez bien aidée par mon entourage et tout. Et du coup, j'ai plutôt kiffé cette période-là. Et après, quand il a fallu retourner au boulot, parce que tout de même, cette histoire d'argent, tu sais. Et donc, voilà. et donc quand j'y suis retournée, je suis évidemment retournée dans ce truc où assistante parlementaire, parce que j'avais un réseau là-dedans, et parce qu'il y avait des avantages, parce que c'était facile de moduler son temps, etc. Et donc, je suis retournée au début à temps partiel, genre à 3/5, puis à 4/5, puis à 5/5. Et avec de plus en plus de... Tu vois, j'avais de l'ancienneté, donc j'avais un confort matériel. Et donc, c'est un truc... j'y suis retournée vraiment... j'avais pas envie, quoi. J'avais vraiment pas envie. En fait, ça s'est fait très vite. Et j'avais envie déjà de chialer à y retourner, quoi. Donc, ça commençait bien. Ça recommençait bien. C'était vraiment une bonne idée. Quelle idée de génie. Ouais, mais d'un autre côté, c'est aussi... c'est un truc où tu y es resté donc 7 ans 6 ans encore après, j'y suis re-restée. Mes gamins... Non, je suis partie il y a 4 ans. Ça fera 4 ans. Donc, ouais, j'y suis re-restée un petit 5-6 ans quand même. Ouais, possible. Hein. Ouais. Ouais, quand même. Hein, ouais. Et comment ça se passe quand t'es maman comme ça dans les milieux un peu de la politique? Il y a une grande compréhension par rapport aux horaires, par rapport à... Écoute, alors, est-ce que c'est différent des autres domaines? Je sais pas. Par exemple, le Parlement, ça travaille essentiellement le mardi et le mercredi. D'accord. C'est pour ça que les femmes ne peuvent pas percer en politique, car qui va garder les enfants, hein, comme le dirait Laurent Fabius. Oui, mais les papas travaillent aussi, tu comprends. C'est ça. Non, c'est important. Donc oui, dans le Parlement, ça bouge essentiellement les mardis, mercredis. Donc prendre ton mercredi, c'est non. C'est absolument impossible. C'est non négociable, que tu sois un homme ou une femme, c'est pas possible, quoi. Voilà. Après, ça, tu le sais aussi, je veux dire, quand tu bosses là-dedans. Ensuite, sur l'image de la maternité, je te dis, moi, c'est spécifique, ce qui m'est arrivé. Il y avait ce petit couac de fin de contrat, etc., hein, parce qu'on peut pas non plus virer les gens enceintes. Bon, on peut les placarder enceintes, hein, placardiser, je sais pas comment on dit. Ça se fait bien. Mais on peut pas, en tout cas, en France, les femmes enceintes sont protégées un petit moment. Non, écoute, oui, c'est pas hyper bien vu. C'est des boulots, tu sais, d'assistants. Donc, c'est soi-disant des boulots où tu dois tourner et pas rester trop longtemps. Et puis, t'es un grand militant et t'es jeune et t'as les dents qui règlent le parquet. Sauf que dans les faits, il y a plein de personnes qui restent là-dedans longtemps. Et donc, dedans, plein de gens qui deviennent parents, quoi. Donc, non, la compréhension sur les horaires, etc. De toute façon, c'est un métier où tu dépends, en fait, ton patron, c'est ton élu. C'est l'élu. Donc, en fait, ça dépend du gars, quoi. Si c'est un fiefé saloupio, t'as des horaires pourris. Et puis si c'est quelqu'un de sympathique, tu t'arranges, tu vois. Donc ça dépend de ton patron. Mais globalement, non, c'est pas hyper fondamental. On s'en fout. Ça n'existe pas, en fait. Mais il y a beaucoup de métiers où ça doit pas exister. Tu vois, comme moi, mes collègues, quand je suis revenue, mes collègues étaient tous plus jeunes que moi, du coup. Tu fais comme si ça n'existait pas. Tu fais les soirées, tu parles pas de ça. Tu parles pas de ça. Et d'ailleurs, on le voit même dans les femmes politiques qui... On les voit pas déjà beaucoup enceintes, mais par exemple Rachida Dati, je sais pas si tu te souviens, qui était là, nana, qui était ministre et enceinte, et qui était venue en pleine descente d'organes, là, se marcher en stiletto, là, en talon de 12, en rentrant au Conseil des ministres, alors qu'elle avait accouché 4 jours avant. Enfin, quelle mauvaise représentation. Enfin, en fait, non, tu viens d'accoucher, meuf. En fait, normalement, juste tu marches pas, là, à cette heure-là, là, en fait, arrête, quoi, de défoncer ton périnée et nous montrer cette image-là de la femme warrior, quoi. Donc non, ça, il faut faire en sorte que ça n'existe pas trop. Ouais, c'est ça, c'est qu'on est vraiment sur ok, c'est une représentation, quoi. Ça n'a rien à voir avec la réalité de... Quand tu parles de Rachida Dati, c'est sûr que le postpartum qu'elle présente, alors déjà, on la voit monter les marches une fois, voilà, on sait pas ce qui s'est passé le soir en rentrant à la maison, ce qui se passe le jour d'après, tu vois. Quand on connaît le postpartum, c'est clair, on se demande quand même. C'est clair, ouais. Mais c'est vrai que du coup, ça met quand même une certaine pression sociale au niveau de la représentation, quoi. Ouais, alors après, il y a aussi des pas qui essayent d'être faits là-dessus, tu vois, avec la féminisation de la politique. Mais déjà, les chiffres sont quand même pas là. Il y a quand même, je crois, 250 députés mecs en plus que femmes. Hein. Ouais. Mais parallèlement à ça, voilà, on a vu là l'image en Europe, en Italie, je crois, c'est en Italie là que les femmes vont avoir le droit d'allaiter au Parlement. Ouais.
Bon, c'est l'Italie aussi, il faut quand même faire un petit peu gaffe. Ouais. Parce que l'Italie, on a quand même Giorgia Meloni à la tête du pays, qui est quand même donc une fasciste, hein, n'ayons pas peur des mots, et qui, elle, représente la mère comme la femme chrétienne et merveilleuse. Et elle était aussi pour cette mesure pour allaiter au Parlement. Et en fait, ça peut aller tirer sur l'autre injonction aussi, tu vois. J'arrive à tout faire, et puis il faut en plus allaiter, car ça c'est très, très, très important. En fait, il faut juste faire ce qu'on veut faire, en fait, globalement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Donc non, je te dis, écoute, c'est des métiers de la politique, c'est souvent des métiers de gens très dévoués, très engagés, très militants, très j'en ferai carrière, etc. Un jour, ce sera moi là-dedans. Et donc, t'imagines un peu, tu vois un peu l'image qu'ont les hommes politiques à la télé. Bon, ça ressemble à ça en pire. Et du coup, juste comme ça, comme on est entre nous et que personne n'écoute, et juste au cas où, est-ce que tu as vu des papas politiciens, des élus qui du coup disaient non mais moi il faut que je reparte plus tôt parce qu'il y a les enfants à les chercher, parce que... Ça pouvait arriver un peu quand même, oui. Non, ça pouvait arriver un peu quand même, parce que moi je bossais pour des gens de gauche déjà. Donc il y a quand même, au moins en tout cas, c'est un affichage là-dessus, un peu plus, je sais pas, socialement investi. Mais non, oui, ça pouvait arriver, oui, ça pouvait arriver. Ça pouvait arriver, et ça avait le droit d'exister, mais pas trop, voilà, globalement, je crois que c'était ça, pas trop. Ouais, c'est quand même un petit peu comme dans les entreprises où tu peux faire tant que ça fait pas chier trop de monde, quoi. Ouais, voilà. Et puis après, rappelons-nous quand même que les élus sont pas tous de la première jeunesse, donc ils en sont plutôt aux grands-parents, hein. Donc, donc voilà. Et quand tu vois d'ailleurs, c'est très très rigolo parce que moi j'ai bossé ma fin de carrière là-dedans, j'étais au Sénat, donc le Sénat avec l'image que ça se renouvelle un peu, ça se féminise un peu, oui, mais quand même, hein. C'est un mouroir. C'est pas tant le mouroir, mais c'est effectivement le côté où t'as des vieux hommes qui décident de la vie de jeunes femmes sur plein de trucs. La PMA, ils ont refusé la PMA aux femmes seules, c'est eux. Enfin, le congé paternité, toutes les galères, c'est eux. Donc voilà, et donc c'est des vieux hommes qui continuent à gérer la vie des gonzesses, quoi, plus jeunes. Donc non, ça se présentait pas tellement. Ça se présente pas. Puis les mecs, ils hallucinent. En fait, ils disent comment ça ? Ah bon, vous avez une vie, tu vois. Rien à voir avec les enfants, mais moi je me souviens une fois, c'est compliqué de prévoir tes vacances, par exemple dans ce métier-là, parce que les projets de loi, ils peuvent être, il y a beaucoup d'obstructions et donc ils prennent beaucoup de retard et donc ça décale tout et donc tu peux avoir des trucs qui vont passer finalement dans 2 mois, genre le texte fondamental. Si t'avais prévu tes vacances à ce moment-là, ça se trouve ça tombe dedans, quoi. Et une fois, moi ça m'est arrivé, j'avais prévu un voyage en Thaïlande avec mon mec et là mon chef, pourtant un grand humaniste socialiste, m'avait dit oh bon, les assistants parlementaires ça part en vacances. Oh ça voyage, carrément, d'accord. Et voilà, et donc ça c'était la version gentille. En vrai il avait quand même voulu me virer. La vie personnelle, en fait ils entendent pas vraiment ça pour eux qui sont donc des militants convaincus puisque élus, pour que si toi t'es là c'est parce que t'es militant convaincu et c'est ta vie, quoi. Et j'ai dit c'est mon boulot en fait. Moi ma vie c'est d'aller faire du théâtre, c'est de voir mes mioches et c'est de faire des soirées, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est marrant que tu parles de l'âge parce que j'ai vu là assez récemment, je crois que c'est à la rentrée que j'avais vu passer cette info. D'ailleurs, il prévoit de modifier, je crois que c'est la Constitution, parce que du coup, il y a rien qui est prévu pour les congés maternité. À l'Assemblée nationale, en fait. C'est pas prévu dans les statuts. Pour les élus ? Ouais. Ah ouais, elles ont pas prévu. Mais non. Parce que oui, le statut de l'élu est particulier, mais ça c'est une vraie question. Le statut de l'élu, c'est pas débile en vérité. Et parce qu'en fait, ça a été pensé pour des hommes déjà, premier point. Ouais. Et la question s'était pas posée avant, puisque les femmes qui avaient été élues avant, elles étaient ménopausées, en veux-tu en voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. je sais pas comment dire de manière élégante. Voilà. C'est comme ça, c'est vrai qu'il dit. Et tu vois, et c'est rigolo quand même de voir. Enfin, c'est rigolo. C'est intéressant de voir à quel point, tu vois, à ce niveau-là, tu vois, dans la sphère politique, les femmes sont vraiment pas pensées. Elles sont juste pas pensées, quoi. Ouais. Non, mais en réalité, même globalement, le statut de l'élu, c'est une bonne nouvelle parce que si on veut éviter d'avoir des élus professionnels qui sont là depuis 42 ans, ce serait chouette qu'ils puissent retourner bosser un jour, donc qu'ils aient des formations, des équivalences, etc. Et ça a déjà été pensé. Mais effectivement, je savais pas ce que tu m'as dit, c'est intéressant. C'est ça. Et apparemment, il faut modifier la Constitution pour que ça. Ah ouais. Ouais, pour que ça évolue.
bah écoute, Donc on va pouvoir faire un package global alors, avec l'IVG. On mais pourrait faire un gros référendum. ouais, ça, ils ont vraiment envie là, de faire. Attends, mais on sait pas quand est-ce que tu vas diffuser ton épisode. Alors, ne nous avançons pas sur le référendum et sur le gouvernement. On sait pas trop. C'est un Il va mystère. peut-être se passer des choses incroyables d'ici là. On ne sait pas. Ouais. Et toi, comment tu vis cette période du coup en étant maman de jumeaux, en travaillant en tant qu'assistante parlementaire là pendant ces 5-6 années? Comment ça se passe? Écoute, alors moi j'ai eu 2 configs, un patron super, une patronne méga désagréable. Donc, D'accord. donc Donc ça 2 s'est avis pas- différents. Ouais. Donc ça s'est passé super avec le patron super et super mal avec la patronne super mal. Grâce à elle, je suis partie. Merci madame. Voilà. Non, comment ça se passe? Je te dis vraiment, moi, j'avais priorisé mes gamins à cette époque-là. C'est-à-dire que j'étais dans un métier qui m'ennuyait. Je me faisais chier. J'apprenais plus rien. Il y a aucune perspective d'évolution dans ce boulot. Donc, je suis vraiment, je te dis, retournée parce qu'il fallait bosser, quoi, et puis que les conditions étaient ok et très flexibles. Et donc, du coup, je me suis retrouvée là-dessus. Mais par contre, moi, en réalité, ça s'est quand même retourné contre moi à force, le côté prison dorée, tu sais, enfermement. Moi, j'étais la riche de la famille, en plus, dans le couple, donc avec ce poids-là financier à assumer. Et puis, l'argent allait croissant, l'aigreur également. Et donc, j'étais devenue aussi... Au final, ça a eu un impact aussi sur ma maternité parce que j'étais moins gaie. Tu vois, j'étais pas bien au boulot. Du coup, j'étais pas non plus généralement bien là. Bon, si, je prenais quand même le temps cool de faire toutes les sorties scolaires, tous les trucs sympas. Ça, pour le coup, j'avais le temps de faire des trucs sympas. Et ma priorité était là. Voilà. Mais c'était... C'était un peu comme un nouveau père, quoi. J'étais un peu comme un nouveau papa, un petit peu, exactement. Je faisais tous les trucs cool. tu faisais que les trucs cool et tu ramenais de l'argent. Ouais, exactement. Ouais, prends une petite gueulante de temps en temps. De temps en temps, hein. Et c'est réglé. Et voilà. Et c'est bon, et voilà. Ouais, T'étais un ouais, père et comme ouais. les autres. Hein. Et ouais, Voilà, je suis un papa très déconstruit, ouais. Ouais. Donc, non, écoute, voilà. Après, ça se gérait parce que c'est assez flexible. Finalement, dans ce boulot-là, quand tu t'en désinvestis, et il y a une partie des gens qui s'en désinvestissent, c'est possible de gérer ton temps. Donc ça, c'est pas désagréable quand même. Aujourd'hui, avec le télétravail et compagnie, je pense que pour tout le monde, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Ouais. Donc voilà, écoute, mais c'était... non, moi, je me suis enfoncé tranquillement, mais sûrement dans un ennui terriblement dévastateur. Voilà. Voilà, et donc ça a eu des répercussions sur mon angoisse, ma présence à la vie. Non, c'était pas génial. Voilà. C'était pas du tout ça que tu voulais que je te raconte. C'est bien. Moi, ce que je veux, c'est que tu me racontes. Donc après, tu dis les choses avec beaucoup de franc-parler, beaucoup de vérité. Et je trouve ça intéressant de voir ça parce que au-delà du domaine politique, je pense que c'est intéressant de voir que le travail, c'est pas... c'est quelque chose qui, quand on s'y épanouit pas du tout, je dis bien du tout, même pas un peu, en effet, c'est quelque chose qui peut jouer sur d'autres pans de la vie et que l'argent ne fait pas tout. Ah, bien sûr. Ouais. Et ça, tout à coup, tu vas tout changer, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, ouais, je te dis, l'enfermement, il y a tous ces termes un peu édulcorés qu'on utilise aujourd'hui, là, dans les magazines, le burn-out, pour pas dire dépression, le bore-out, pour pas dire dépression aussi, le quiet quitting, j'ai vu ça l'autre jour, quiet quitting, donc tu vois ce que ça veut dire, hein, c'est genre, quoi, c'est démission tranquille? Ouais, démission invisible, quoi, tu vois, genre, d'accord. En fait, je fais plus rien. Et en fait, généralement, le je fais plus rien, il vient d'une profonde source de mal-être, de pas trouver sa place dans le boulot, et éventuellement d'être traité avec un peu de bol, un peu mal. Moi, il y avait ça quand même, hein. Moi, il y avait dans ce côté un peu assistant parlementaire, c'est vraiment du sous-fifra, vraiment, c'est du sous-fifra, sauf que t'as fait des grandes études, voilà. Enfin, des grandes études, c'est un bien grand terme, mais t'as fait t'as fait plein d'études, voilà. T'as fait plein d'études, et c'est joli, et puis on te met là, et puis tu fais des trucs très valorisants et des trucs, mais vraiment une catastrophe, hein, vraiment des trucs de laquais, quoi, clairement de valet, quoi. C'est et donc voilà, donc ça c'est pas très valorisant. Et puis voilà, ouais, globalement, quand on ne peut pas trouver sa place au boulot, c'est pas très valorisant. Ouais. Et puis il faut gérer les maîtresses aussi, ça. Ah oui. Moi j'ai bossé avec beaucoup de maîtresses d'élus, absolument. J'en ai beaucoup quand même, hein, beaucoup quoi. 3, 4 au moins facile. Puis les filles aussi, j'ai bossé avec les filles. Oui, il y avait les femmes aussi qui venaient dans le bureau. On parlait des promotions chez Damar. Comme quoi, il y a une place pour les femmes en politique. Non, c'est vrai que c'est bien sûr que c'est tu fais les ronds de jambes à maman parce que il faut qu'elle t'aime, parce que sinon voilà, non, bien sûr. Ouais, il y a tout ça.
C'est il y a dingue, tout ça. Après, c'est pour ça aussi que tu as envie d'une parité en politique. C'est pour ça aussi que tu as envie d'avoir un renouvellement des cadres. Enfin, tu vois, c'est vrai, quoi. Faut quand même sortir de tout ça, quoi. Parce que du coup, quand tu travailles avec une femme, t'es plus dans ce. En gros, tu gères pas les amants. Et ben alors, c'est marrant parce qu'on me posait la question récemment. Ouais. Les femmes, moi, si, il y en a qui ont eu des amants, mais c'était plutôt des élus. Ils se faisaient entre eux. Ah, d'accord. ok. Ouais. Alors, en fait, en tout cas, ceux que j'ai connus, hein. J'ai pas la science infuse là-dessus, mais en tout cas, les élus avec qui j'ai bossé et qui avaient leur maîtresse, c'était c'était des nanas extérieures, des nanas Des jeunes femmes, généralement. souvent plus jeunes, Ouais. ou alors souvent plus jeunes et tout. Enfin, vu leur âge, des fois plus jeunes devenaient quand même 55 ans, hein, tu vois. Ah ouais. Voilà, mais oui, des nanas plus jeunes et un peu extérieures. Et ensuite, les femmes que j'ai vues avoir des amants dans cette fonction-là, elles se tapaient des collègues. Alors, est-ce que c'est pas se taper d'autres élus? Est-ce que c'est marrant, hein? Donc pas le côté Ouais, c'est moi super femme intéressant, utiliser quand même. pouvoir pour prendre Ouais. petit Jouvenceau. C'était plus moi femme être arrivée à ce poste, moi femme prendre équivalent à moi. Je sais pas, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, mais ouais. Ah, c'est intéressant. Je les ai ça. pas trop vus Ok. ramener des petits gredins. J'adore cette expression, tellement démodée. Et oui, j'ai 102 ans, tout à fait, messieurs dames. Non, ça, ce sont tes anciens employeurs et employeuses. J'en ai gardé quelques termes comme petit gradin. Et quand tu pars, alors comment ça se passe ton départ? Comment je me suis barrée? Alors, je suis partie... Vite. Non, pas vite, non. En fait, je te dis, moi, j'ai attendu... Moi, cette éducation judéo-chrétienne qui est la mienne a dû faire quelques ravages quand même sur si ça fait mal, c'est pour ton bien. Si ça fait du bien, c'est un peu mal. Et donc, j'ai gardé un peu ce truc-là de subir très longtemps, parce que je suis quand même restée des piges et des piges. Bon, je te dis, avec, le besoin d'avoir du fric, et puis le confort par ailleurs. Mais j'y suis restée très longtemps. Bon, à un moment, je me suis dit, c'est trop. Et c'est marrant parce que j'avais vu une copine éloignée, qui un jour m'avait dit, c'est pas vrai, Hélène, t'es encore là-bas, mais à chaque fois que je te vois, t'aimes pas. Et cette nana se permettait une honnêteté que mes amis proches ne se permettaient pas, tu vois, parce qu'ils savaient bien que ça me faisait souffrir. Et elle arrive avec ses gros sabots, et au final, bon, j'avais chialé, en veux-tu, en voilà, elle a sorti ce pot. Mais c'était un bon truc. Alors, évidemment, c'est fait de 1000 petites choses, hein, de 1000 vexations, de 1000 choses d'ennui. Et un jour, je suis rentrée de vacances d'été, et je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps. Je disais, c'est pas possible, je peux pas repasser l'année là, j'en peux plus, c'est affreux. Et donc, en septembre, je me suis dit, bon, je vais parler à ma boss et je vais lui dire que je vais y aller. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et par contre, elle m'a demandé de rester jusqu'à, je sais plus, j'ai dit en septembre, je suis partie fin janvier, tu vois. Et donc, voilà. Et entre-temps, par contre, comme je suis une fille un peu organisée, je me suis fait payer des tonnes de formations de reconversion. Parce que ça faisait partie de notre package d'avantages. Bon, déjà, t'as tous les droits à la formation qui t'appellent toute la journée, tu sais, pour Le utiliser ton CPF. compte CPF. Mais en plus, bon, déjà, tu as ces droits-là, mais en plus, nous, on avait un petit fonds particulier reconversion, puisque c'est des métiers précaires, hein, puisque tu es sur la durée du mandat du mec, que tu es virable assez facilement, etc. Donc, du coup, j'avais profité de ça, et donc je me suis formée, etc. Et ensuite, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et puis... c'est parti, là je viens de mimer, en podcast je viens de mimer, je saute à l'eau en Le me plongeon, bouchant le c'est bon. nez, la piscine a-t-elle de l'eau? Voilà, c'était ça le mime. Ok. Ça marche hyper bien le mime en podcast. Hein. Ouais, C'est je vraiment- sais. C'est pour ça que je filme maintenant. En même temps. Ouais. D'accord. Et donc tu sors de là, donc avec un chômage, avec des formations. Ouais. Et tu démarres comme ça, pouf, tu te dis allez, je vais aller sur scène, quoi. Alors écoute, j'avais déjà tout ce que j'avais écrit dans mon fameux blog Madame Meuf quand j'étais sur les bancs du Sénat là. Ouais. Enfin, Parce que t'avais que ça à foutre. Non, en fait, à la fin, j'avais pas mal de taf. En vrai, elle bossait bien la dernière. Elle était humainement pas folle, mais elle travaillait. Donc j'avais pas. Non, mais voilà, j'avais commencé ce truc-là là-bas, et puis j'aimais bien. Et donc j'avais déjà un peu de contenu. Donc je me dis tiens, je vais faire un spectacle à partir de ça. Et donc Madame Meuf, c'était très féminin, très. À l'époque, j'étais plus jeune, donc il y avait plein de trucs sur la grossesse, plein de trucs sur la parentalité, etc. Donc j'ai commencé à mettre tout ça en forme pour un spectacle vraiment. J'ai commencé à écrire d'autres trucs qui n'ont jamais vu
vu le jour. J'ai écrit des tonnes de trucs, moi. Une pièce qui n'a jamais vu le jour. Des podcasts qui n'ont jamais vu le jour. Voilà. Et puis après, petit à petit, à force de me former, de rencontrer des gens, j'ai commencé à y aller. Et donc, j'ai créé Madame Meuf, le podcast. Ça faisait 1 an que j'étais partie, je pense. Et puis ensuite le spectacle, j'ai commencé à le jouer vraiment il y a 3 ans, je crois. Donc sa première mouture qui n'avait aucun rapport avec ce que je fais aujourd'hui, sur vraiment le truc très meuf. Et donc j'ai dû le jouer une 20aine de fois juste avant le Covid, parce qu'après il y a eu comme qu'il y a le Covid. Voilà. Donc j'ai fait ça. Et puis après pendant le Covid, j'ai tout foutu à la poubelle. Je me suis dit, en fait, j'osais pas parler de politique parce que je me disais, est-ce qu'il va falloir y retourner un jour ou pas? Oh là là. Et puis, il y avait aussi toujours le côté la banalisation de ce que j'avais vécu. Voilà, les situations de harcèlement, les situations d'ennui au boulot, les situations de la dénonciation de ce que moi je voyais comme quand même un scandale d'utilisation des fonds publics, etc. Tout ça, je me disais, si j'en parle, c'est mort. Et aussi, oui, mais c'est normal, je pense, ça se passe pareil dans tous les boulots. Tu vois, banalisé total. Après, c'est vrai qu'on en parle avec Laura Calu, du coup, dans l'épisode sorti en décembre. Rire, même si c'est douloureux, tu vois, mais si c'est pour dénoncer, tu vois, ça peut être un super levier. J'en profite pour dire à l'auditoire que si vous voulez réagir à l'épisode, si vous voulez réagir sur ce que mon invité peut dire, ou moi, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ou quoi, ou peut-être que si vous aussi, vous êtes dans le monde de la politique et que vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur un lien SpeakPipe qui est en description de l'épisode et je pourrai vous répondre dans le podcast. Et au niveau de ta vie de famille, du coup, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Parce qu'on a parlé pendant ta période parlementaire, du coup, où tu étais maman, que ça pouvait être pas top, tu vois, au niveau moral et tout. Est-ce que, du coup, là, au niveau de famille, il y a des choses qui se sont libérées? Est-ce que ça t'a changé un petit peu? Tes enfants avaient quoi, 7 ans, du coup? Ouais, quand je suis partie, ils avaient 7 ans. Ouais. Donc, est-ce que ça a amené quelque chose? Écoute, à fond, ça a tout changé, ça a tout déplacé. Je pense que tu sais, moi, je fais de la psy depuis toujours et c'est ma grande passion et je n'arriverai jamais à arrêter. Mais en fait, il y a quand même un truc qu'on dit souvent en psy, c'est quand tu déplaces toi quelque chose, ça déplace tout le reste, et c'est vrai. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment excessivement hypocondriaque, mais genre pas de l'ordre de la blague où tout le monde est un petit peu hypocondriaque. Moi, ça m'empêchait de vivre. Enfin, tu vois, pour occuper ma cervelle vraiment vide d'ennui. Eh bien, voilà, cette création d'angoisse où en plus, oulala, je vais peut-être mourir. Imagine, j'aurais pu faire des choses géniales de ma vie, mais je ne peux pas. Enfin, tu vois, tout ce truc, tu vois, la répression de tes désirs, ça fait de très belles somatisations générales. Et donc, tout ça, en fait, quand j'ai commencé à faire un boulot pour moi, pour ma pomme, par un truc créatif où j'avais des choses à dire, où c'était hyper vivant, évidemment, j'avais plus le temps de me demander si j'avais la rate qui se dilatait, tu vois, en fait. J'ai dit juste... La rate qui se dilate. C'est la chanson, j'ai la rate qui se dilate. Je n'attendais pas. Voilà. Okay. Et donc, tu vas te demander si elle se dilate, du coup, ta rate ou pas. Tu peux faire un petit scanner. Et donc, voilà, j'avais plus le temps de me demander ça. Et puis, et ça a tout déplacé. J'ai arrêté de demander l'autorisation aux gens. J'ai arrêté de demander toute la journée si c'était grave ce que je faisais. J'ai arrêté, enfin, tu vois. Et donc, c'était en mode go, go, go. Et en fait, ça correspond beaucoup plus à ma personnalité. Donc, ça a déplacé dans ma famille. Alors, au début, c'était un peu chaud parce que mes gamins, ils en ont un peu pâti quand même, tu vois, à base de j'étais beaucoup moins dispo, donc ils me l'ont dit. Et donc ils m'ont dit voilà, mais là t'es speed, c'est ta première, mais après il y aura autre chose, puis après il y aura autre chose. Et je leur ai dit mais non, c'est la première. Bon, en fait oui, il y a toujours eu autre chose. Et puis après c'était la tournée, et puis voilà. Et donc après, au final, c'est un mode de vie, non? Et oui, alors que voilà. Et au final, moi je me suis jamais fait happer par cette culpabilité là parce que je l'avais pas du tout, je la ressentais pas du tout comme une culpabilité. J'ai juste dit à mes enfants clairement. Je comprends que ça vous change, mais voyez aussi que moi aussi ça me change. Avant, j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. C'est hyper important d'être heureux dans ce qu'on fait. J'ai un emploi du temps adaptable aussi, pour le coup. Donc, je peux aussi être disponible pour vos sorties, pour autre chose. Mais oui, il y a des parents qui sont aussi en déplacement à Hong Kong de 15 jours par mois. Voilà. Et donc, c'est un choix de vie. Je comprends qu'au début, ça fasse bizarre pour vous, mais c'est mon nouveau métier, c'est ma nouvelle manière de travailler. Et en fait, rapport au... Déjà, je tendais pas le bâton de la culpabilité. Et en plus, je trouve qu'à leur montrer, et notamment à ma fille,
et à mon fils d'ailleurs, qui doit avoir des femmes comme ça, c'est hyper bien de montrer aussi que faut se faire plaisir, quoi. Oui. Faut, tu vois, et t'as le droit de te tromper. Voilà, je me suis pas trompée totalement 15 ans. Il y avait des avantages à ce métier, mais voilà, t'as le droit de refaire autrement. Et puis, allez, vas-y, go, quoi, ose. Et puis t'as le droit de faire des choix de vie pour être heureux. Enfin, Oui, tu vois, et puis aussi pour toi, que moi, je ne vis pas que pour eux, et eux d'ailleurs ne vivent pas du tout certainement pas pour moi. Et c'est vrai. Donc non, ça a changé ça et ça a donc après ils sont adaptés. Mon mec a géré à mort. Et puis lui, je crois qu'il en a eu quand même pas mal globalement marre, assez régulièrement. Et puis ça a changé, que je suis beaucoup plus. Alors après, je reste angoissée parce que c'est un statut angoissant. je comprends bien, ouais. Le côté, qu'est-ce qui se passe dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu vois, c'est un marathon, c'est une validation permanente et tout. Mais voilà, écoute, je sais pas. En tout cas, quand je suis au boulot, je suis vraiment au boulot. Quand je suis chez moi, je suis vraiment chez moi. Bon, j'ai du mal à couper totalement, mais bon, non, ça a déplacé en bien. Si tu devais aller voir Hélène d'il y a 11 ans, juste avant, tu vois, pendant qu'elle est enceinte, par exemple, Ouais. qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Mais de la clémentine, meuf. Mais en très tôt. Non, je déconne. Ça marche pas, de toute façon. J'ai toujours une connerie à raconter, moi. Ouais, tu la racontes quand je te pose une question sérieuse, ta connerie. Hein? C'est rigolo parce que je te fais une connerie quand je te pose une question Allez, sérieuse. bingo! Allez, ouais, exactement. C'est marrant, hein? C'est fou le hasard. Comment qu'elle veut écouter ça? Non, écoute, j'y ai déjà pensé parce que c'était marrant parce que je me suis posé cette question-là quand c'était mes 10 ans de mariage. Et je me suis dit, tiens, qui était à mon mariage, qui n'est plus dans ma vie aujourd'hui, si jamais je me racontais ça, et je me disais, putain, j'étais contente pour moi, quoi. Alors mon mec m'avait dit, mais t'es vraiment une raclure, et le fait qu'on soit encore ensemble, ah oui aussi, j'avais pas pensé. Voilà. Mais non, qu'est-ce que je me dirais? Je me dirais, profite de cette maternité, justement. Effectivement, ça va être pas mal de s'occuper de tes gamins. Moi, la maternité, ça m'a fait me saisir moi-même d'un truc pour une des premières fois de ma vie. Je te dis, moi, j'ai eu une éducation très classico-judéo-chrétienno-bourgeoise. Et donc j'étais j'avais du mal à couper le cordon. J'étais très anxieuse, mes parents aussi, donc je demandais beaucoup à mes parents. Et tout était grave, tu sais, c'est toujours grave. Tout est risqué. Et donc, en fait, quand j'ai eu 2 gamins, déjà, en plus, j'ai de lâcher des trucs, parce que tu peux pas tout gérer avec 2 bébés. Et c'était la première fois où je faisais un truc vraiment pour ma pomme, à ma manière, tu vois, la page blanche avec mon mec. Bon, voilà ces 2 petits êtres. Et là, tu vas, toi, les élever comme toi t'as envie de le faire. Et j'ai trouvé ça hyper possédant, enfin c'est l'inverse de dépossédant, j'ai pas le mot, mais tu vois, enfin empoweringant, ce genre de truc là, empowerant, voilà. Et en fait je me dirais, c'est dommage, j'aurais dû enchaîner effectivement directement sur un autre métier, et en même temps j'ai profité de mes enfants et profité de me former, et puis je suis partie ailleurs, tu vois, mais je me dirais non. Mais si moi j'étais toi. Ouais. Donc je te parle à toi. Ouais, je te parle à toi. Moi j'étais toi. Bonjour Hélène. Salut. T'es pas mal comme meuf. Ouais, t'as vu, en plus, même avec mon gros bidon. Par contre, j'ai des contractions depuis les 4 mois. Là, c'est vrai, galère. Oui, donc là je suis enceinte. Ouais, t'es enceinte. Non, tu vas voir, ça va très bien se passer. Ils vont être très très beaux et très intelligents et drôles, tes enfants. Ouais. Ça, je le mets. C'est comme ça, s'ils écoutent le podcast, un jour ils se diront, elle est gentille quand même. Elle est chelou. Mais elle est gentille comme maman. Écoute, alors Hélène, j'ai du mal à m'auto-parler, c'est horrible. J'ai jamais fait ça chez le psy, on fait ça. Bon alors Hélène, écoute, ça va bien se passer cette grossesse, ça va très bien se passer. Lâche le contrôle, tu n'y arriveras pas, ne contrôle pas tout. C'est pas grave, laisse-toi surprendre par des choses bien. Et après, par contre, barre-toi de la politique. T'as vu ce qu'ils t'ont fait, c'est des crevures. N'y retourne surtout pas. Est-ce qu'elle t'écouterait? Non, je pense pas. Elle se dirait non, mais c'est quand même un peu dangereux. Et tiens, on va en tenter une petite dernière puisque t'as bien de parler à toi-même. Arrête. Gênant. Qu'est-ce que t'imagines que tu viendrais te dire? Imagine, tu es Hélène du futur dans 5 ans. Qu'est-ce que tu aimerais qu'Hélène du futur vienne te dire dans 5 ans? Vas-y. Je ne suis pas encore morte, t'as vu? Déjà, mais t'as bien fait d'arrêter de fumer quand même. Tu as 48 ans. Arrête. Une Hélène du futur, qu'est-ce qu'elle viendrait me dire?
essaie d'être Qu'est-ce couché. que t'aimerais, Kevin? Non, ouais, parce que j'ai peur qu'elle m'engueule. Elle va me dire de me coucher plus tôt, elle va me dire d'arrêter de sortir, tout ça. Ça va être horriblement culpabilisant encore. Une Hélène du futur, j'aimerais qu'elle me rassure, parce que je suis jamais rassurée. Ouais. Moi, j'ai ce vœu pieux d'être un jour rassurée. Je sais que je le serai jamais, mais bon, c'est pas grave. Qu'elle me rassure, qu'elle me dise tout va bien, un tout petit peu de patience, Hélène, un tout petit peu de patience. Tu vois, tout se passe, tout va bien, tu t'entoures bien, tu fais des chouettes choses, mais chaque chose en son temps, relax, ça va bien se passer. Ok, comme Darmanin, quoi. Ouais, exactement, ça va bien se passer. Quel enfer. Ma petite, ma grande, ça va bien se passer, ma grande. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi, c'est très cool. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.